Au départ, mes parents ils louaient une toute petite maison au milieu de la forêt, en dessous du village de Travers. C'était au début des années 70. Mon père s'était lancé dans la production d'absinthe. Il fallait pas en parler à qui que ce soit, même pas à son meilleur ami. Donc c'est vrai qu'il y a cette petite touche un peu d'interdiction qui donnait quelque chose d'unique à ce produit. Il y a plusieurs pharmacies ici au Val-de-Travers. Une, je dirais, qui était réputée, où la grande partie des distillateurs allaient chercher leurs plantes. Quand mon père rentrait à la maison, il fallait s'assurer en fait que le vent ne soufflait pas d'est en ouest pour pas que les odeurs partent dans le village. Donc on attendait que le vent tourne ou alors idéalement qu'il pleuve. Quand il pleuvait, les odeurs se tassent, partent vers le sol. Et puis ça diffuse un petit peu moins dans le quartier. Mais de ce fait, on ne pouvait pas prendre de bain car la baignoire était toujours occupée par l'alambic. Si on cherchait une bouteille d'absinthe au Val-de-Travers, on en trouvait une. De toute façon, on allait tomber sur quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Une recette secrète. Vous avez la liste des plantes que j'utilise et puis il suffit de trouver le bon dosage de celle-ci. Alors tout à l'heure, j'ai préparé ma recette et puis maintenant on part dans cette phase de préparation, de macération. Donc j'ai rempli mon alambic avec de l'eau et de l'alcool. Donc c'est de l'alcool à 96%. Alcool de bouche. Et puis après, j'ai rempli avec mes plantes. Et puis là, je vais laisser macérer pendant toute la nuit. Donc demain matin, la distillation va démarrer. Il semblerait que c'est une bonne grand-maman qui s'appelait la mère Henriot, qui était herboriste à 16 heures, qui a eu l'idée de faire une distillation. Elle a sorti un élixir d'absinthe, mais c'était un médicament qui était prescrit pour stimuler l'appétit. Mais comme c'était très agréable à boire, ça a eu rapidement du succès. À l'époque, c'était très paysan, donc toute la vallée était plus ou moins couverte de champs de culture, d'absinthe, surtout d'absinthe. Au Val-de-Travers, ça fait partie un peu de notre ADN. On n'est pas un vrai vallonnier si on n'a pas distillé au moins une fois dans sa vie. À Paris, ils appelaient ça l'heure verte. Et le soir, à partir de 17 h, ça sentait l'absinthe partout dans toute la ville. Et ça ne plaisait pas à tout le monde. On a mené une campagne pour l'interdire en disant qu'elle rendait fou. Et de fait, elle est devenue sorcière.
L'interdiction de l'absinthe en Suisse a eu lieu en 1910. Et tout d'un coup, tout a arrêté. Donc, en 2 ans, il a fallu se recycler, changer de méthode. Enfin, voilà. Donc, non, c'était une période très, très difficile et les gens ont eu de la peine à s'en remettre. Alors, au Val de Travers, on est entré en résistance ou en clandestinité. Et puis, c'est les policiers bernois qui sont venus envahir le Val de Travers. Ils ont cherché partout. C'était seulement des gens de la régie des alcools? Non, il y avait la régie des alcools, des gendarmes et de la Scrète de Neuchâtel. Là, voilà. Alors c'est dans cette sorte de trou que vous fabriquiez l'absinthe? Oui. Et où achetiez-vous l'alcool? Oh, dans une pharmacie. Devant le succès de l'absinthe, on s'est mis à fabriquer toutes sortes d'objets. On avait des verres spéciaux, on a des cuillères, parce qu'à l'époque, on mettait un sucre sur une cuillère, on faisait couler l'eau tout doucement à travers. Et ces objets, avec les interdictions, sont devenus très rares. Donc il y a beaucoup de gens qui collectionnent ces objets, mais il faut avoir les moyens parce que les prix sont exorbitants. Moi, je dis des fois, les collectionneurs, on est un peu fous, à un moment donné. Non, c'est peut-être un peu fort, mais c'est vrai que, comme tout collectionneur, une fois qu'on commence, eh bien voilà, on chope le virus, et puis voilà. C'est comme ça que j'ai commencé cette collection, mais sans penser faire un jour un petit musée ou ouvrir au public. Voilà, ici, j'ai une collection que j'avais acquis il y a quelques années, il y a plusieurs années en arrière. Une collection des chromolithographies qui montraient à la période de l'interdiction, l'avant-interdiction, sur l'histoire d'un jeune homme qui s'est mis à l'absinthe. C'était beaucoup de la pub qui était faite contre l'absinthe et c'était, je pense, peut-être un peu exagéré quand même, mais je pense qu'il y a eu quand même pas mal de problèmes d'alcoolisme dans les années fin du 19e et début du 20e siècle. La fin de l'interdiction a eu lieu le 1er mars 2005. Les clandestins ont été priés de s'annoncer, comme ça ils n'avaient pas d'amende. Ça n'a pas tout à fait le même charme parce que quand on repart discrètement avec une bouteille sous le bras ou dans la poche, c'est quand même plus sympa que de la mettre dans son caddie. J'en ai vu qu'une petite, alors c'est tout bon. De toute façon, c'est l'autre qui suit. Merci. Quand j'avais 20-25 ans, je me rendais bien compte que ce qui se passait dans la baignoire, c'était un petit peu louche. Peut-être, ça m'avait certainement traversé l'esprit qu'un jour, j'allais continuer ce mythe, la clandestinité dans la famille. J'ai travaillé longtemps dans une grande société, dans la technologie, et puis il y avait un certain ras-le-bol. On a passé les 50 heures, les 55 heures, après on arrivait à 60 heures par semaine. Et puis j'ai passé au burn-out qui a un petit peu changé ma façon de penser et puis me remettre en question, savoir qu'est-ce que j'allais faire. Je me souviens que le médecin a été assez direct sur mon état de santé. La phrase du médecin, je m'en souviens, il me disait « Mais c'est Martin, faut
faut qu'on s'arrête là, sinon ça va s'arrêter tout seul. Je sais pas si tu veux la mettre. On va les mettre juste après la cure. Ça m'a quand même bien fait réfléchir. Donc du coup, je suis reparti vers mon père un petit peu rediscuter tout ça. C'est vrai que ça faisait déjà quelques années qu'il m'en avait parlé, si j'avais un intérêt pour reprendre la distillerie. J'y pensais pas trop, mais c'est vrai qu'au fil du temps, on se dit pourquoi pas reprendre un jour. Et puis après, la décision est venue un peu plus vite que prévu. Moi, ça m'arrangeait parce que quand vous lancez une petite entreprise comme ça qui fonctionne bien, ben, vous espérez qu'une chose, c'est qu'un de vos enfants un jour reprenne. Les recettes, on n'en cause pas trop. On peut dire ce qu'on met. La seule chose qu'on ne dit pas, donc il n'y a aucun distillateur qui va parler de sa recette, on met 10 plantes. Et ces 10 plantes, ben, c'est la grande absinthe, la petite absinthe, l'hysope, la mélisse et la menthe. Il y a l'anis vert, l'anis étoilé, fenouil, coriandre et réglisse. Et ce qui fait les recettes, c'est les quantités. Idéalement, il faut 2 jours de soleil continu. Comme ça, la plante est bien sèche. Le matin, j'attends que le soleil passe par-dessus la montagne et j'attends quasiment jusqu'à 10 heures pour pouvoir couper. La plante sèche un petit peu sur elle-même. On n'aura plus cette rosée, cette humidité. Je vais les étendre sur des draps ici dans le jardin, afin que ça sèche encore un petit peu. Et puis en fin d'après-midi, je vais faire mes bouquets que je vais monter au séchoir. L'odeur, je pense que c'est peut-être plus difficile à percevoir l'odeur de l'absinthe. On parle toujours de l'absinthe du produit, mais de la plante en elle-même, il y a peu de gens qui connaissent cette odeur. Et quand je leur fais ressentir une plante ou les feuilles de l'absinthe, après on retrouve cette odeur dans le produit lui-même. On retrouve un peu la même touche sur chacune de mes absinthes, même si on est dans la douceur ou dans une absinthe qui va être très amère. Il y a, comme je disais avant, peut-être l'ADN de chez Martin qui est là. Et puis, mais on a ce goût anisé, on a ce fenouil. La grande absinthe, c'est assez particulier à le définir en fait en bouche, mais peut-être un léger picotement sur la langue. Plus on a d'absinthe, plus le picotement va augmenter. Et puis après, les petites notes différentes des autres petites plantes aromatiques. Salut. Salut. Ah, Exact, hein? Ouais. magnifique. On a fait Magnifique temps aujourd'hui. super. Hein? Ouais. Super, ouais. Alors ici au Val de Travers, il y a 3 paysans qui cultivent les plantes nécessaires à la production d'absinthe. Début juillet. Je me sers également chez eux pour les produits manquants, comme la menthe poivrée ou la grande absinthe, je n'ai pas en suffisance en fait dans mon jardin. C'est cette année déjà, ouais. C'est celle de cette année, ouais. Ok, ouais. super. Tu as fait le bulletin? Ouais, volontiers. Ouais, ça se passe pas comme la mode, hein. Bon, allez. C'est une plante qui est magnifique, qui pousse tout seul, qui est très automatique, tout ça. Vu qu'ici en haut, les cultures de céréales, ben voilà, on n'y arrive pas, on est trop en altitude.
Pendant la Prohibition, les cultures ont totalement cessé. Donc il est resté que la distillation au niveau clandestin. Donc il y avait plusieurs décennies que l'absinthe ne se cultivait plus. Donc il a fallu reprendre ce savoir-faire et essayer de le faire un peu avec la méthode des années 2000, du 21e siècle, quoi, tout à fait. Plus de tout faire manuel, donc il a fallu mécaniser ça, il a fallu trouver des techniques et tout simplement de pouvoir replanter cette absinthe et qu'elle ait un bon goût pour la distillation du Val-de-Travers. Ici, on se trouve dans la forêt, en dessus de Couvet. C'est un lieu un petit peu mythique parce que la fée qui hante et enchante les forêts du Val-de-Travers dépose à certains endroits un petit flacon qui permet aux promeneurs de se restaurer ou de s'abreuver. Ah, les fées, quand on les connaît, on les garde pour soi. Je suis fasciné. C'est très agréable de pouvoir boire une petite absinthe bien fraîche avec de l'eau de source. Il semble qu'elle est un petit peu meilleure. Quand vous avez votre dose d'absinthe au fond du verre, vous versez de l'eau, il faut la verser d'une façon tranquille. C'est pas comme un pastis où on fout l'eau dedans, là, comme je sais pas quoi. Non, il faut que le mélange se fasse bien pour que les vapeurs des plantes ressortent. Et ça, une absinthe, nous, c'est un peu comme une jeune fille. Hein. Il faut pas la brusquer, il faut l'étonner, il faut la surprendre. Donc, jamais mettre de glaçons au fond du verre. Je suis un peu comme Obélix, je suis tombé quand j'étais petit dans l'alambic. Hein. Mais moi, contrairement à lui, moi j'ai le droit d'en boire de la potion magique. Et je m'en prive pas. Oui. Sur la terre... c'est la jaune. La jaune ouais, Tolane, ouais. C'est la même chose. On est dans le Val-de-Travers, le berceau de l'absinthe, ce produit incroyable. Depuis toujours, depuis si longtemps que des gens distillent, ils proposent ce breuvage dingue. Et on s'est dit, mais c'est fabuleux la céramique, ça tient frais pour l'eau. On a développé ça en regardant les vieilles fontaines en verre. Et puis on a développé ce contenant à eau, cette fontaine à absinthe en céramique. C'est un objet complexe où il y a des contraintes pour que l'eau coule bien, pour que le verre reçoive par petites gouttes avec ses petits robinets, pour que la contenance fonctionne, pour que la hauteur et le verre, tout soit en harmonie. Et en plus, on doit quand même penser à tout cet esthétisme.
on peut déguster des absinthes comme le vin. Non. Des fois, c'est doux, c'est comme du velours. Des fois, c'est plus agressif. Des fois, c'est même un peu... Ça nous... Comment je pourrais expliquer ça? Ça nous fait un frisson parce que c'est un peu fort ou un peu trop anisé ou pas assez. Enfin, mais il y a chaque fois un sentiment qui se dégage. Et oui, peut-être aussi une couleur ou une texture, c'est sûr. Oui. L'eau, elle est merveilleuse quand on ouvre le petit robinet et qu'elle coule dans le verre à absinthe. Ouais. L'eau. Ça représente quelque chose qui est infini, qui coule, qui est doux, qui est bon et qui offre comme ça cette vision sur l'infini, sur jamais ça s'arrête et l'eau trouvera toujours le chemin pour arriver à quelque part. Si je devais accueillir quelqu'un, lui décrire ce qu'est le Val de Travers, je lui dirais d'abord viens dans la forêt, pose-toi, regarde, écoute, respire. Les différents noms de l'absinthe proviennent beaucoup des petits surnoms qu'on donnait typiquement aussi dans le canton de Neuchâtel, qui sont propres au canton de Neuchâtel, mais aussi la fée verte, la bleue qui est plus sur les effets bleutés qu'on peut trouver dans le verre une fois servi. Et puis après, on appelait ça une tiaffe. Et puis voilà, c'était une façon de ne pas donner le vrai nom aussi pendant l'interdiction. Mais dans beaucoup de restaurants, vous pouviez y aller, vous demandiez une bleue, et puis on vous servait une absinthe. Ça arrivait parfois justement dans ces fameux gobelets ovomaltines pour cacher un petit peu la couleur. C'était opaque. Mais on demandait un thé de Bovresse ou un lait, et puis le patron savait exactement ce qu'il fallait vous livrer. Le changement drastique de mon métier, c'est que j'ai changé de tout au tout, passer de la technologie à quelque chose qui est un peu plus terrien. J'ai aucun regret, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. On est sur un produit qui vient de la terre, et puis je pense que je suis quelqu'un d'assez terre à terre. J'aime bien les choses concrètes, et puis je pense que c'est ce qui m'a poussé aussi à changer et puis à reprendre le flambeau, comme on dit, et puis surtout à continuer ce produit familial. Le produit aurait pu naître ailleurs, peut-être, mais s'il est né ici, c'est qu'il y avait une belle raison. Je pense que la fée verte se plaisait ici, et puis il fallait qu'elle sorte. Donc non, je pense que c'est une petite vallée où il fait bon vivre, où il y a ce mythe qui est là depuis des siècles. Et puis,
pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que si l'absinthe est né ici, c'est qu'il y avait une bonne raison.